Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et pour cette interview, je suis toujours accompagné de notre fidèle partenaire Nicolas Vidal, toujours fondateur de Pocho Media, toujours avec nous. Merci Nicolas Vidal. Et on se tourne ensemble vers Xavier Moreau. Bonjour Xavier Moreau. Bonjour. Alors, je suis d'abord très heureuse de vous recevoir. D'habitude, vous êtes plutôt en Russie, on peut le dire. Notamment, vous animez ce site Stratpol, très intéressant pour suivre ce qui se passe en ce moment, notamment en Russie et sur la scène ukrainienne. Donc, Stratpol, c'est un site d'analyse géopolitique. Vous êtes également homme d'affaires, analyste politico-stratégique. Vous êtes donc à Moscou depuis 16 ans 22 ans. Ah oui, 22 ans. Alors voilà, vous voyez, mes fiches sont pas complètement à jour. Il manque quelques années. C'est un Syrien, diplômé de la Sorbonne en histoire des relations internationales. Vous êtes auteur aux éditions Ellipse d'un premier livre, La Nouvelle Grande Russie, de l'effondrement de l'URSS au retour de Vladimir Poutine. Et ici, vous nous parlez pas de Vladimir Poutine, quoique, on voit parfois il y a des petits parallèles avec, en tout cas, le stalinisme et tout ça. C'est le livre noir de la gauche française. Répression, colonisation, corruption, collaboration. Vous remettez tout à plat et vous nous montrez que la gauche n'est peut-être pas si belle, si progressiste, si droit de l'homiste que ce qu'elle veut bien nous faire croire. Et c'est aux éditions Stratpol. C'est l'auto-édition en fait. C'est l'auto-édition, voilà. Ouais. En tout cas, voilà. Donc on le retrouve sur votre site. On le commande sur votre oui, on site. peut le commander directement sur thebookedition.com ou sur Amazon. Ou le mieux, c'est les petites librairies à côté de chez soi. Voilà, d'accord. Alors, quelle petite librairie, par exemple, à Paris nous, on aime bien la Nouvelle Librairie. Vous êtes à la Nouvelle Librairie Alors, je ne sais pas si la Nouvelle Librairie, mais par exemple, il y a la librairie de TV Liberté qui le vend. Je ne sais pas trop, en fait. D'accord, mais c'est pas grave. Mais c'est une recommandation générale. Faites des recherches, chers auditeurs. Faites vos propres recherches. Je veux dire, si jamais vous allez dans votre librairie à côté de chez vous, si vous le commandez, il peut le commander sur thebookedition.com. D'accord. Alors vous revenez, c'est très intéressant, un peu sur la généalogie de la gauche française et ensuite sur la gauche et les droits civiques, la gauche et la collaboration, très très intéressant, on va revenir là-dessus, la gauche et l'éducation et en fait la destruction de l'instruction publique, dites-vous, de Robespierre à Najat Vallaud-Belkacem. Il y a beaucoup de choses à dire. La gauche et la guerre, la gauche et la colonisation et finalement vous nous montrez qu'à chaque fois c'est la gauche qui entraîne la guerre, la gauche qui entraîne la destruction de l'instruction publique alors qu'elle se dit défenseuse de l'éducation, la gauche qui détruit les droits civiques. C'est très intéressant du côté des femmes, on va en parler également. Donc on va revenir sur tous ces chapitres, mais pour commencer, vous commencez votre introduction et je trouvais ça, parce qu'en fait il y a beaucoup d'humour aussi dans ce livre, ce n'est pas que un essai politique. Vous commencez par cette question: Nicolas Sarkozy est-il de droite? Et vous décrivez un petit peu, vous dites opposant à la double peine favorable à l'avortement et au mariage sexuel, il a suivi la volonté de François Mitterrand de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN et a maintenu la semaine des 35 heures. Donc pour vous dites soyons charitables. Donc je trouve ça assez sympathique. Nicolas Sarkozy fut à la droite de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de François Hollande ou d'Emmanuel Macron, au moins dans le discours. Bon, alors dis donc, celui-là, il est vraiment pas de droite, on a compris pour vous. Et puis vous allez plus loin, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac eux-mêmes, qui mirent en œuvre le regroupement familial, l'avortement, sont également de gauche, et même le Rassemblement national. Alors là, vraiment, en fait, ma première question, ça va être celle-ci. Est-ce que pour vous, le Rassemblement national, partisan du retour à la retraite à 60 ans, favorable à l'avortement et au mariage homosexuel, n'est certainement pas non plus de droite. Mais alors, aujourd'hui, avant de parler de la gauche, qui est de droite pour vous, en fait, Xavier Moreau? Écoutez, pour moi, il y a la seule fois dans notre histoire où on a eu un grand parti de droite populaire, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le colonel de la Roque avec le Parti social français, qui avait, selon les historiens, au bas mot 1 200 000 adhérents. Imaginez dans une France de 35 millions d'habitants, et même jusqu'à 2 millions d'adhérents, qui avait créé ce que je pense devrait faire un parti nationaliste et conservateur, tout un réseau dans toute la France d'entraide. À la base, en fait, il s'est fondé sur les Croix de Feu, qui était l'association des vétérans de la Première Guerre mondiale. Et non seulement il y avait des réseaux d'entraide, mais il y avait également, par exemple, il a travaillé avec Mermoz pour développer l'aéronautique, donner le goût de l'aéronautique à la jeunesse française. Donc il y avait un véritable projet social, conservateur. Et et je dirais que dans le local finalement qui redonne le pouvoir pour faire une suite avec les différentes discussions qu'on a déjà eues dans cette émission ce matin. Un des critères que vous mettez très vite en avant, notamment en rappelant la gauche jacobine et girondine, c'est qu'elle est extrêmement centralisatrice finalement. Oui, tout à fait.
En fait, quand j'essaie de voir d'où vient la gauche, je définis deux grandes tendances qui se définissent elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'origine, c'est que le terme de gauche et droite, qui maintenant est mondialement adopté, est né en France. C'est-à-dire, c'est né en 1789, lors de la réunion de la Constituante, d'abord à Versailles, où le roi est au perchoir, au centre, et à droite, vous avez les monarchistes constitutionnels, donc on dirait les conservateurs, les feuillants, un peu sur le modèle anglais. Et vous avez à gauche les deux tendances régicides, puisque le régicide marque la coupure entre la droite et la gauche, les Girondins, qui sont des impérialistes, pour résumer, et les Jacobins, qui sont des tyrans. Et donc ces deux voies de la gauche, en fait, on les retrouve tout au long de l'histoire de la gauche. Et notamment, j'ai un chapitre, la gauche française et la répression. La répression naît avec la gauche. Elle n'est pas anecdotique à la gauche, c'est pas un accident de l'histoire. Elle naît en même temps que la gauche. Et on va en reparler parce que vous parlez notamment de Didier Lallemand. J'aimerais bien ça va intéresser nos auditeurs. Nicolas Vidal. Oui, Xavier Moreau, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je lis souvent, j'ai beaucoup lu Jean-Claude Michéa qui disait l'alternance unique entre la droite et la gauche. Est-ce que vous partagez, vous, cette analyse politique finalement au vu de ce que Clémence a décrypté dans le début de votre livre, Xavier Moreau ? Oui, alors sauf que Michéa essaie de trouver une gauche, je dirais, légitime, acceptable. Ouais. Moi, je la trouve pas. Par exemple, lui, il considère que les socialistes de la fin du 19e siècle sont de la vraie gauche. Oui, peut-être, mais ils ne représentent... Ils appellent des socialistes patriotes. Voilà, c'est ça, et qui sont vraiment intéressés par la cause sociale, etc. Mais moi, je pense que, en fait, déjà, c'est très court dans l'histoire, et que dès qu'ils accèdent au pouvoir, ils se retournent contre le peuple français. Et je donne des exemples, d'ailleurs, de la manière dont Clémenceau, qui, quand il est radical socialiste, soutient les grévistes, soutient tous les mouvements sociaux, et puis dès qu'il arrive au pouvoir. Et après, il fait tirer sur les gens. C'est ça. Donc voilà. Et c'est une spécificité de la gauche française qui est ontologiquement bourgeoise, c'est d'être capable d'attirer tous les éléments les plus radicaux et en fait de les faire siennes et finalement de continuer ce qu'elle fait depuis 1789. Et on va le voir. Vous allez le voir avec le NUPS. Ça, il va se passer exactement la même chose. La gauche bourgeoise macroniste va aller intégrer tous ces... en plus, intellectuellement, ça vole pas très haut, donc ce sera encore plus facile qu'à l'époque de Clémenceau. Et va les intégrer pour son projet global de tabula rasa permanente, que se disait... Xavier Moreau, j'ai une question qui me turlupine en vous lisant. Votre livre, il est très riche. Il y a beaucoup d'exemples. C'est extrêmement intéressant. Finalement, vous partagez finalement que cette gauche, ce travestissement de la gauche, c'est finalement systémique, cette trahison de la gauche, disons, plutôt qu'un effondrement intellectuel qui aurait été progressif, non, dans le temps, depuis la Révolution. Pour vous, c'est vraiment systémique à la gauche. À la gauche française. Mon livre, c'est bien le livre noir de la gauche française. Je ne connais pas assez on retrouve des points dans, par exemple, la gauche américaine et belliciste. On le voit très bien actuellement, exactement comme la gauche française. Mais par exemple, en Angleterre, là, en l'occurrence de ce qui se passe en Ukraine, la gauche, le Labour est beaucoup plus pacifique que Johnson ou que Margaret Thatcher à son époque. Donc, moi, je parle bien de la gauche française. Et je pense, oui, que tous les vices et tout le fanatisme de la gauche en fait, se développe pendant les 10 ans qui suivent la 1789. Et notamment pendant la Terreur. Et je fais des comparaisons entre les discours qui sont tenus pour justifier la terreur, sur le despotisme de la liberté, par exemple. Vous écoutez les discours au moment de la répression des Gilets jaunes par la gauche bourgeoise, c'est exactement la même chose. Ou quand, par exemple, vous avez Mélenchon qui soutient la guerre en Libye et qui dit il faut écraser le tyran avant qu'il écrase son peuple, on a l'impression d'écouter Brissot qui déclare la guerre au roi de Bohême. Vous tissez un fil d'ailleurs entre Robespierre, Jean-Luc Mélenchon et la répression des Gilets jaunes et Emmanuel Macron aujourd'hui. Il se revendique. Jean-Luc Mélenchon se revendique. Peut-être pas Emmanuel Macron. Peut-être pas. Faudrait lui demander. Mais de toute manière, après, que dans les faits, c'est ce qu'il fait exactement. Et vous parliez du préfet allemand. Alors allez-y, décrivez-nous un petit peu le préfet allemand, parce que vous avez fait une petite recherche sur lui. En fait, le préfet allemand, sa biographie se trouve dans la presse, je dirais dans la presse bourgeoise justement. Et c'est un militant socialiste. C'est un
il appartient au Grand Orient. Donc c'est pas du tout, c'est pas parce qu'il est habillé en préfet ou que d'ailleurs Emmanuel Macron a une cravate qu'il est de droite, qu'il a travaillé dans la banque, qu'il est de droite. Et donc le préfet allemand est un pur produit du socialisme français. Et il se comporte exactement comme la gauche s'est comportée pendant la terreur, pendant la répression des mouvements sociaux à la fin du 19e siècle, et à chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, parce qu'elle se sent investie d'une mission qui lui donne tous les droits. C'est pour ça, Clément, je me permets, je me souviens de la phrase de l'Allemand qui disait à une gilet jaune « Madame, nous ne sommes pas du même camp ». Ah oui, mais tout à fait. Cette phrase est terrible, en fait, quand on l'analyse un peu. Si vous voulez, dans la structure de la gauche, structure idéologique, une fois qu'elle est au pouvoir, qu'elle a obtenu le pouvoir par les urnes, avec des élections quelquefois truquées, elle a tous les droits. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui la retient. Elle considère que c'est un pouvoir absolu et qu'il n'y a plus aucune barrière morale, il n'y a plus de morale naturelle. Elle a le droit de transformer le monde comme elle l'entend, et y compris de faire ce qu'elle a fait à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire de déchristianiser une France qui, pardonnez-moi, est fondamentalement catholique. La France est catholique où elle n'est pas. Et eux, en fait, ils ont un programme qui est alors qu'ils sont arrivés par les élections au pouvoir par une France catholique. Donc le fait que la France soit catholique ne les empêche pas d'arriver au pouvoir. Je fais allusion à Gambetta et Ferry. Mais ça ne leur suffit pas. Au lieu d'essayer de concentrer les efforts de la France pour récupérer les provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, c'est un Lorrain qui vous parle, eh bien eux, leur obsession, c'est exporter leur idéologie dans les colonies, en Afrique et au Tonkin. Alors parlons des colonies un petit peu, parce que pareil, on en avait déjà un petit peu parlé avec Bernard Lugan récemment, mais c'est pas grave, il faut faire le tour, faut faire le tour de votre livre. Et en effet, c'est intéressant de rappeler que tout comme les guerres et les colonies, la colonisation vient d'une idée universaliste, socialiste. C'est ça, et surtout, par exemple, les nationalistes sont contre. Vous voyez, Déroulède, qui est le père du nationalisme français, même avant Charles Maurras, par l'ancienneté en fait, il dit j'ai perdu 2 sœurs, c'est la Lorraine, et vous m'offrez 20 domestiques. Et ils sont farouchement contre la colonisation, parce que justement, ils veulent que l'essentiel des forces vives du pays soit orienté vers la reconquête des provinces perdues. Et surtout, il s'oppose à cette volonté de guerre civile, parce que ça, le fait d'entretenir la guerre civile, c'est aussi quelque chose de typique de la gauche française. C'est-à-dire qu'on vient de subir une défaite grave, mais la première préoccupation de Gambetta et Ferry, c'est la déchristianisation. C'est-à-dire de lancer la France dans une guerre civile. Et si vous faites une projection aujourd'hui, par exemple, avec la France insoumise, l'obsession de Corbière ou de Mélenchon, c'est qu'il y a toujours le concordat avec l'Église catholique en Alsace, qui ne pose aucun problème à personne. Mais pour eux, c'est vrai qu'ils en parlent régulièrement. Mais pour eux, en fait, c'est bien plus grave. Et j'écoutais Corbière il n'y a pas très longtemps. Il dit le seul endroit où la laïcité n'est pas respectée. C'est pas dans les banlieues et tout ça. Ce qui est leur religion de remplacement, c'est en Alsace. Oui, c'est vrai. Donc ils sont toujours dans le fanatisme initial de la terreur, en fait. Alors, on a parlé de la colonisation. Est-ce que vous pouvez évoquer également les questions de la guerre qui évidemment résonne étrangement aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a souvent l'idée d'une guerre, l'opposition de la gauche française, du gauchisme français à la guerre du Vietnam, etc. Et quand on regarde dans les faits, Woodstock, et quand on regarde dans les faits, qui déclenche les guerres coloniales? C'est la gauche contre les conservateurs et la droite française, qui prolonge un défi 20 ans de plus après 1945, qui se lance dans les guerres coloniales, c'est la 4e République, qui est 100% à gauche. Tous les leaders de la 4e République sont à gauche. C'est Mitterrand qu'on voit le contingent quand il est ministre de l'Intérieur en Algérie. Et après, c'est à nous qui nous reprochent, nous les conservateurs et les nationalistes, d'être fauteurs de guerre. Parce qu'effectivement, quand la gauche commence la guerre, après, qui va aller la faire? Eh bien, ce sont des officiers, par exemple, qui ont été élevés dans des familles traditionnelles où les valeurs militaires correspondent aux valeurs familiales. Et donc, effectivement, et après, on a eu justement précisément cette difficulté morale, c'est que tout d'un coup, des officiers se trouvent mis face à des responsabilités où ils s'engagent vis-à-vis des populations qui sont censées protéger, et ça fait des drames. Et c'est pour ça que moi, je dis, il faut y aller, notamment, si je peux donner un conseil aux conservateurs et aux nationalistes, quand la gauche déclenche une guerre, prenez du recul, laissez-la et n'assumez pas ses échecs.
C'est comme sur la collaboration. Oui, mais quand on est soldat, militaire, c'est un petit peu difficile. Le rôle du soldat, c'est d'obéir aux politiques. Exactement. Est-ce que l'obéissance est toujours systématiquement une vertu? C'est pas certain. Oui, alors ça remet toute l'armée en question. Et puis en ce moment, d'autant plus. Ça fait juste un petit parallèle, et je donne la parole à Nicolas Vidal. Aux États-Unis, alors qu'on parlait de Donald Trump fou, belliciste, etc., il n'y a pas une guerre qui a été déclenchée sous Donald Trump, rappelons-le. Comme je dis, il y a des points communs justement entre le conservatisme français et le conservatisme américain, et Trump en est l'illustration. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez très bien d'ailleurs en avril 2018, quand il y a encore une fausse attaque chimique en Syrie, il lance une salve de missiles, voilà, c'est fait. C'était prévenu à l'avance d'ailleurs. Ils ont prévenu les Russes en disant mais surtout vous ne dites pas aux Syriens. Donc voilà, donc c'était, et Trump effectivement a été, et surtout il a dit aux Européens, écoutez, occupez-vous vous-même de votre défense, parce que l'Amérique n'en a plus les moyens et ni l'envie. Voilà, c'est une question de politique. Nicolas Vidal. Oui, alors moi, on va parler un peu d'actu politique. Finalement, Xavier Moreau, est-ce que la gauche est-elle en train de le payer très cher, finalement, ce que vous dénoncez, ce livre noir de la gauche française, je le précise, finalement, on l'a bien vu, le PS est moribond. Bon, vous avez une OPL de Mélenchon sur ce qui reste de la gauche. Si on prend dans les détails, ça pèse plus lourd, finalement, la gauche. À un moment donné, vous pensez qu'aujourd'hui, elle est en train de payer le prix fort et qu'elle va disparaître, même avec ses tourments et les ambitions totalitaires que vous évoquez depuis la Révolution? Pour paraphraser, c'était Léon Daudet, il disait ça sur la République, mais pour moi, je ne suis pas forcément anti-républicain, si vous voulez. Je ne suis pas contre le suffrage universel, par exemple, mais il disait la République gouverne mal, mais se défend bien. Donc moi je dis ça sur la gauche gouverne mal mais se défend bien, et ils ont des ressources colossales dans ce pays, le contrôle total sur la totalité des grands médias, donc ils peuvent encore tenir. Ce qu'ils ne contrôlent plus, en fait, je pense, ce qu'ils ne contrôleront plus, c'est ce qui va se passer à la rentrée, parce que là il y a plus rien sous la pédale. Il n'y a plus moyen d'imprimer de l'argent. Il y a plus moyen. Vous comparez ce qui s'est passé en 2018 avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont gagné, les Gilets jaunes historiques. Ils voulaient le retrait de la taxe supplémentaire sur le diesel au nom de la folie écologiste. Ils l'ont obtenu et ils sont rentrés chez eux. Et après, le mouvement a été dévoyé par l'extrême gauche. Ils ont continué d'être asphyxiés par d'autres moyens. Mais bon. Mais même et surtout que le mouvement a excommunié dès le début la gauche et tous les syndicats. C'est ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a eu un retour de bâton énorme d'une non-incarnation politique. Et si vous voulez, si on avait, pour reprendre l'exemple du Parti social français, si on avait un grand parti populaire de droite qui nationaliste et conservateur, pour en définir ce qui pour moi définit la droite française, le nationalisme et le conservatisme, aujourd'hui, étant donné ce qui va se passer à la rentrée, ce serait le parti deviendrait le premier parti de France dans la réalité, puisqu'en plus il n'y a plus de participation aux élections et que même le vote Marine Le Pen est plutôt un vote de contestation qu'un vote d'adhésion à un programme qui est finalement celui de François Mitterrand en 1980, le programme du Front National, je veux dire. Donc en fait, il va y avoir je pense un moment historique à jouer pour la création d'un grand mouvement social sur le modèle du Parti social français. Comment ça va se passer, je ne sais pas, mais il y aura une occasion. Et surtout, ce qu'il faut, c'est reprendre la devise du colonel de la Roque, c'est-à-dire social d'abord. C'était l'attente, on a vu avec le Rassemblement National. Le Rassemblement National a seulement à peine fait semblant de se préoccuper du social pour la France, et on a vu que c'est vraiment ce qui a donné un élan au Rassemblement National. Exactement, la France est un pays justement où la question sociale est fondamentale, et c'est légitime parce que je pense que c'est notre héritage chrétien justement, donc c'est la charité chrétienne appliquée en politique, et c'est ce qu'avait compris le colonel de la Roque, et il ne le faisait pas d'ailleurs par tentative de jouer une carte politique, mais parce qu'il en était convaincu. C'est ça aussi. Et je voudrais élargir la question de Nicolas Vidal qui posait la question de la gauche aujourd'hui, mais si on reprend les critères de Xavier Moreau, la gauche c'est également donc le macronisme, c'est toute la social-démocratie actuelle que l'on voit en France mais que l'on voit en Allemagne, et qui prend le pouvoir de la Commission européenne notamment à Bruxelles. Donc finalement
si on prend ce plan-là un peu plus large, on se rend compte que oui, cette gauche-là, enfin cette social-démocratie, faut-il encore l'appeler gauche? Et plutôt, oui, mondialisme contre souverainisme, voilà. On peut, en tout cas, clairement, elle a les pleins pouvoirs avec la Commission européenne aujourd'hui. Alors, l'idée de faire une structure supranationale est une idée de gauche qui naît essentiellement. Alors c'est du jacobinisme. Voilà, alors en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on crée une URSS en fait. Mais si vous voulez, déjà l'idée supranationale, c'est une idée qui naît essentiellement, même si on peut remonter au 19e siècle, mais essentiellement après la Première Guerre mondiale. Parce que la gauche qui devient pacifiste et se dit faut trouver s'il y a eu la guerre, c'est à cause des nations, donc il faut dissoudre les nations et donc il faut créer une structure supranationale. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que la gauche, comme Laval, etc., collabore avec les Allemands. Ils voulaient une structure supranationale européenne social-démocrate. Ça n'a pas marché. Soi-disant neutre, technique. Voilà. Adolf Hitler, lui aussi, a un projet. Ma foi, pourquoi pas faire une grande Europe sous Adolf Hitler? Et c'est pour ça que quelqu'un comme Asselineau, d'ailleurs, l'a noté. Vous avez parmi les fondateurs de l'Union européenne, il y a également mon maître Georges-Henri Soutou qui a justement publié il y a quelques mois un livre qui s'appelle Europa, les projets nationaux-socialistes et fascistes européens. Et vous voyez très bien que cette idée supranationale, donc déjà, elle est de gauche. Et ensuite, vous avez aussi un effet qui est la volonté de conserver le parti unique. Et on est dans une situation qui rappelle énormément les années 80. C'est-à-dire que vous avez un énorme parti unique de personnes incompétentes. Vous avez un Parlement qui n'a aucun droit, qui n'a aucun pouvoir. Le Parlement européen, en fait, n'a aucun pouvoir. Et vous avez une commission, le Politburo, qui prend toutes les décisions et dont personne ne sait exactement comment ils sont élus. Et vous avez une population qui est consciente que tout va mal et qui est prêt à bondir si jamais justement le pouvoir soviétique fait une erreur. L'erreur des soviétiques, c'était au moment du putsch contre Gorbatchev, alors que c'était pas du tout nécessaire parce qu'en fait les soviétiques s'en moquaient en fait de ce qui se passait au niveau des hautes instances. Oui, bien sûr. Mais ils envoient l'armée à Moscou et c'est ça qui provoque et je pense que tôt ou tard la gauche française fera cette erreur, c'est-à-dire que vous voulez dire que la commande des centaures pour réprimer les manifestants, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec Nicolas Vidal, risque d'être la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et là, le problème, c'est qu'en même temps, la gauche française, encore une fois, par son contrôle des médias, est très présente. Et on n'ira pas forcément vers un mouvement de refondation de notre nation. Ça peut très bien être, par exemple, la NUPS qui prend le contrôle de ces troupes. Après, c'est des phénomènes révolutionnaires qu'on a observés en France, en Russie en 1917. Et le risque, il est plutôt là. C'est-à-dire que tout ça va très mal finir économiquement, donc ça va très mal finir socialement. Mais c'est pas pour autant que vous aurez un colonel de la Roque qui arrivera pour refonder la nation. Vous voyez, c'est ça le danger aujourd'hui, c'est ça. Nicolas Vidal. Oui, alors moi j'ai une observation plutôt personnelle, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai quelques copains, notamment à l'extrême gauche, j'en ai aussi des copains à l'extrême gauche qui commencent bien entendu à devenir de plus en plus souverainistes et qui aussi prennent conscience de plus en plus du problème de l'identité, de l'immigration et de l'ultra-délinquance, de l'ultra-violence. Donc est-ce que vous ne pensez pas, Xavier Moreau, peut-être qu'à un moment donné, même si ce n'est pas massif, on pourrait avoir une dissidence d'une gauche qui revient de plus en plus populaire, peut-être même aller sur du souverainisme un peu plus ardu, finalement. Tout à fait, mais d'ailleurs pour moi il y a quelqu'un que je cite dans mon livre qui incarne ça, qui est Kuzmanovic, qui est un dissident de la France insoumise, la LFI, et voilà, et que j'estime et qui a essayé justement d'avoir un courant de gauche souveraine. D'ailleurs je crois que c'est le nom de son parti. Comme Cottarac, hein. Voilà. Comme Cottarac. Exactement. Sauf que Cottarac a quitté la LFI pour rejoindre le Rassemblement national. Mais... Oui, exactement. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement au sein de la gauche il existe cette tendance, mais elle est ultra minoritaire. Et elle n'a jamais été représentée. Jamais. Peut-être par Chevènement, mais bon, finalement, Chevènement, il n'a pas influé beaucoup sur le Parti socialiste. Est-ce que Kuzmanovic, pour reprendre cet exemple, n'est pas de droite? Il ne sera pas content s'il l'entend. Mais en tout cas, je pense que Kuzmanovic est un nationaliste, au sens où je l'entends. Voilà. Après, je pense qu'il se trompe. Par exemple, il a cette fidélité à Robespierre qu'on retrouve dans la France insoumise. Il faut qu'il regarde davantage de ce qu'a dit Robespierre. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui différencie de manière, je dirais, structurelle la droite et la gauche. La droite
se bat pour la liberté, la gauche pour l'égalité. Oui, et l'égalité, à chaque fois qu'ils s'apprêtent à commettre un crime de masse, ils invoquent l'égalité. Dès que la gauche parle d'égalité, vous avez intérêt à acheter un gilet pare-balles et un casque, parce que ça veut dire qu'ils vont tirer dans la foule. Et on l'a vu au moment, par exemple, du pass sanitaire, le principe invoqué a été l'égalité. Quand ils ont détruit l'école de l'Ancien Régime, sur mon chapitre sur la gauche française et l'éducation, ils invoquent l'égalité, alors que c'est pas du tout un problème à l'époque. Et donc voilà. Et donc je pense qu'il faut que ces gens-là renoncent à cette espèce d'égalitarisme absolu et plutôt reprennent quelque chose qui est bien français, puisque c'est d'ailleurs le nom de notre nation, c'est le franc. La France, c'est la liberté. C'est ça qui fait. Et lorsque la France est libre, les Français sont libres. C'est là où le génie de notre nation s'épanouit. De manière unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, on a presque fini, mais en 2 mots, parce que c'est votre dernier chapitre, et je trouve qu'il pique un peu. En tout cas, il va piquer la gauche française, c'est sur la pédophilie. La gauche française et la pédophilie du marquis de Sade à Olivier Duhamel. Pour vous, la pédophilie est de gauche? Alors non, la pédophilie, c'est le péché originel. Donc, mais en revanche, la pédophilie, le fait de considérer la transgression sexuelle comme un acte politique, c'est typique de la gauche et ça apparaît à sa naissance, puisque le marquis de Sade, donc, qui d'ailleurs était embastillé pour une affaire de pédophilie, l'affaire des petites filles, est libéré par la Révolution et devient le secrétaire général de la section des Piques de Robespierre. Et combat l'Église, et pour lui, la transgression sexuelle est un moyen de combattre une France trop catholique. Oui, c'est ça. Et ça, il est d'ailleurs... Ça a été retrouvé chez Cohn-Bendit, dans surtout, Libération. dans les années 50-60, vous avez une tentative par les gauchistes de réhabiliter le marquis de Sade. Solaire, etc. Tout le monde publie son bouquin sur le marquis de Sade pour monter. Et celui d'ailleurs qui a démonté Sade, même s'il est de gauche, mais lui c'est pareil... il évolue normalement, c'est Onfray. Onfray l'appelle un pédophile, je crois, pédocriminel multirécidiviste. C'est ce qu'est Sade. Mais il est encensé par la gauche bourgeoise gauchiste des années 50-60 parce que, encore une fois, la transgression sexuelle est un acte politique pour la gauche. Oui, bien compris. Merci beaucoup Xavier Moreau, on va s'arrêter là, mais achetez et lisez ce livre très très intéressant, le livre noir de la gauche française, répression, colonisation, corruption, collaboration. Vous pouvez notamment le commander, demander à vos petites librairies. Et puis je précise qu'on vous retrouve également sur votre site Stratpol. Merci à vous tous, merci à vous Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.